et nous allons, comme on vient de le dire, parler de cybersécurité. Alors, déjà, il y a une première chose, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais il y a une question en cybersécurité qui est très importante. Et la question, c'est pas de savoir si un jour ou l'autre vous serez piraté, c'est de savoir quand. Alors, il ne faut pas croire que parce que vous êtes une petite entreprise, si vous êtes une petite entreprise, vous n'avez aucun risque. C'est totalement faux. Déjà parce que la majorité du tissu économique en Belgique est fait de PME et TPME. Également parce que vous pouvez servir de cheval de Troie pour des plus grosses entreprises. Et puis tout simplement parce qu'il y a certaines attaques qui sont faites aléatoirement. Donc, malheureusement, vous ne serez pas protégé. On parlera aussi beaucoup de vol de données. Alors, il faut quand même rappeler qu'avec la GDPR, l'embêtant si on vole des données à caractère sensible, c'est qu'il peut y avoir des amendes très lourdes. Donc, d'où l'intérêt de se prémunir. Et donc, voilà, mon but, pas de faire peur, c'est juste de sensibiliser. Donc, on va commencer, si mon ordinateur veut bien, voilà, par un cas typique. Donc, vous recevez un message énervé de votre principal client. Il a reçu un message provenant de votre adresse email avec une pièce jointe à télécharger. À l'ouverture du fichier, son système implanté, il a perdu des données importantes et il vous demande des comptes. Mais ce n'est pas vous qui avez envoyé ce mail. Donc là, on est en face d'un piratage de mot de passe de votre email en l'occurrence. Donc, qu'est-ce que le piratage de mot de passe? C'est forcément une technique frauduleuse qui vise à pouvoir accéder à votre boîte. Donc, l'objectif, obtenir des informations personnelles sur l'entreprise, bancaire aussi. Et donc, voilà, comme on l'a dit, données sensibles de l'entreprise, attention à la GDPR. Alors, comment est-ce qu'ils font? Par des programmes de déchiffrage, de brute force, comme on appelle ça. Donc, ils peuvent, à l'aide soit de dictionnaires de mots, soit en checkant aléatoirement des combinaisons de caractères, que ce soit chiffres et lettres, découvrir votre mot de passe. Ça peut être par attaque personnelle, oui, je dis bien, donc un tiers qui aurait eu accès d'une manière ou l'autre à votre mot de passe, ou par phishing, on verra ça dans l'étape numéro 2 de mon exposé. Alors, des chiffres qui en disent long. Donc, un Belge sur deux, 46% des Belges utilisent un mot de passe de moins de 8 caractères. C'est trop court. On va voir ça aussi. Un Belge sur 3 partage son mot de passe. Un Belge sur 4 a le même mot de passe au travail et à la maison. Et 15% des Belges n'utilisent qu'un seul mot de passe. Alors, imaginez un Belge qui a son même mot de passe au travail et à la maison et qui n'utilise donc qu'un seul mot de passe pour tout. Si jamais on arrive, un pirate arrive à décrypter son mot de passe, tout est compromis, au privé et au boulot. Dans les points plus positifs, on va dire, 16% des Belges utilisent un gestionnaire de mots de passe. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel où sont stockés tous vos mots de passe et vous avez besoin d'un gros mot de passe bien sécurisé pour y accéder. C'est mieux d'utiliser ça que, par exemple, de stocker vos mots de passe dans le navigateur. Ça, on déconseille fortement. Et autre chose assez positive, malheureusement que 39%, j'ai envie de dire, 39% des Belges utilisent de temps en temps ou souvent une méthode de FA, c'est-à-dire de double facteur d'authentification. Vous avez ça avec Google Authentificator, par exemple, ou bien vous recevez un SMS ou parfois un mail avec un code à inscrire en plus de votre email la plupart du temps et de votre mot de passe. Ça sécurise grandement les choses. Alors, on va tester votre mot de passe, enfin, virtuellement, bien sûr, sur ce site. En fait, le but ici, c'est principalement de voir que ce qui compte énormément, c'est la taille du mot de passe. Si on prend un mot de passe 1, 2, 3, 4, on voit ici en bas, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais que ce mot de passe va être décrypté en 11 secondes ou en 0,000, donc instantanément selon la méthode d'attaque. Si on prend un mot de passe un peu plus long, j'ai trouvé un mot de passe de 12 caractères, vous allez comprendre pourquoi après. 12 caractères, là on voit 1,27
centaines de millions de siècles. Mais rappelez-vous, j'ai parlé tantôt dans les méthodes de piratage de la méthode par dictionnaire. Gouvernement est un mot qui fait partie du dictionnaire. Donc, la longueur ne fait pas tout, il y a aussi la complexité, parce que ici, le programme anglais ne prend pas en compte cette technique de dictionnaire, donc gouvernement se retrouvait très vite aussi. Donc, on va prendre un mot de passe classique, avec une majuscule, une minuscule, un chiffre, un symbole, comme ça, on n'a plus besoin de s'en occuper. Et je rajoute, on voit 5 caractères, il faut déjà 2 mois, bon, des années, ouf. Mais avec la méthode massive, je veux dire, donc elle qui utilise des fermes de serveurs, il faut toujours moins d'une seconde, alors que notre mot de passe fait déjà 7 caractères. Voilà pourquoi on attirait l'attention quand on disait que des Belges avaient des mots de passe de moins de 8 caractères. Ben, on voit en une minute, c'est craqué. Donc il faut encore plus long. On arrive à 12 caractères, où là, il faut 1,74 siècles. Alors, encore une fois, c'est une estimation, mais on peut se dire qu'à partir de 12 caractères, on commence à avoir un mot de passe sécurisé. Donc, comment le renforcer? Ben voilà, je viens de le dire. Un mot de passe long, entre 12 et 20 caractères. Plus il y a de caractères, mieux c'est. Utiliser des phrases de passe, ça je vais expliquer dans 5 secondes ce que c'est. Des espaces, certains sites acceptent qu'on mette des espaces dans le mot de passe. Google notamment accepte ce genre des espaces. Et alors, majuscule, minuscule, chiffre et symbole, mais ça, vous n'avez pas le choix. Dans la plupart des sites, maintenant, ils imposent qu'il y ait ces quatre choses-là. Donc, le phrase de passe. Ben, on voit ici, sur cette image, le loup, il imagine un mot de passe password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, ABC 1, 2, 3, c'est des mots de passe courants. Et en fait, le mot de passe, c'est 3 petits cochons à l'abri du danger, ça c'est la phrase. Et donc, on prend le caractère de chaque mot, le premier caractère de chaque mot, et on a 3 PC, arrobase, L, arrobase, DD, point d'exclamation. Pourquoi arrobase? Parce que on conseille pour mettre un caractère, pour que ce soit mnémotechniquement plus facile à retenir, de remplacer le E par le signe euro, le A par le signe arrobase, le I par un point d'exclamation, par exemple, etc., pour que ce soit plus facile. Si à ça vous rajoutez encore des espaces, ben là vous allez avoir un mot de passe long, sécurisé et pas trop difficile à retenir grâce à cette technique de phrase de passe. Donc voici un petit truc. Donc que faire pour se prémunir du piratage de mots de passe? Ben, diversifier les mots de passe, forcément. Différent entre privé et pro. Utiliser la double authentification, comme je vous le disais tout à l'heure avec Google Authentificator, un SMS. Et sachez aussi qu'il existe des clés qui ressemblent à une clé USB, une clé YubiKey notamment, mais il y en a d'autres. Et là, c'est une authentification physique. Donc, votre mot de passe ne sera accepté que si la clé est branchée sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce que la double authentification, c'est bien. Mais imaginez maintenant un pirate qui crée une page de login qui ressemble trait pour trait à celle de Google. Donc, vous mettez votre adresse mail, vous mettez votre mot de passe, vous allez sur Google Authentificator, vous entrez vos 6 chiffres d'authentification, mais c'est un faux site créé par un pirate. Et donc, lorsque vous cliquez sur Enter, le pirate a toutes vos informations et lui peut se loguer sur le vrai. Donc, il faut faire attention, il n'y a pas de méthode parfaite, malheureusement. Donc, comme on le disait, utilisez un password manager et si possible, ne les laissez pas dans votre navigateur. Et rappel, un mot de passe est confidentiel, donc ne le partagez pas à des tiers. Alors, si malgré tout, vous subissez une attaque, ben, que faire? Donc, contactez la personne responsable au sein de votre entreprise. C'est l'idéal. Contactez le service du compte. Donc, si c'est Google, encore une fois, qui a été piraté, contactez Google via un autre canal, donc pas via évidemment le mail qui a été piraté, mais soit via une autre adresse, soit par téléphone. Si vous aviez des mots de passe identiques, ben, changez-les. Et un petit scan d'antivirus, ça fait du bien de temps en temps, donc on n'est jamais trop prudent. Alors, ce site-ci, c'est très bien fait. En fait,
ça permet de voir si votre site, votre adresse email a été piratée, mais pas piratée sous la forme qu'on l'entend. C'est en fait, comment expliquer ça? Lorsque vous vous inscrivez sur une application, sur un site, bon, forcément, vous mettez toujours votre mail et un mot de passe, même s'il est différent à chaque fois. Eh bien, ces sites ou ces applications peuvent être eux-mêmes piratés. Et donc, ces bases de données de ces sites ou applications se retrouvent en vente sur le dark web. Et donc, ce site permet de voir si votre adresse fait partie de ces bases de données qui sont en vente, revendues entre pirates dans le dark web. Donc, si je tape mon adresse professionnelle, j'ai fait le test tantôt, c'était bon. L'adresse professionnelle, on voit que, en effet, good, elle n'a pas été divulguée, donc elle ne se retrouve pas sur le dark web. Si par contre je prends mon adresse privée, et là malheureusement je connais le résultat, pardon, mail.com. C'est même pas ça, pardon, 2 secondes. Voilà. Hop. Et là, on voit qu'elle se retrouve sur 6 brèches, enfin data breaches. Donc, elle se retrouve à 6 endroits. On voit ici la liste des applications qui ont été piratées et où mon mail se trouve. Et on voit qu'on a mon adresse à côté du mot de passe qui se trouve en clair. Et pour ce cas-ci, justement, en novembre 2020, donc je me suis inscrit sur ce site ici via Notify Me. Donc, il m'a envoyé un message. Attention, votre mot de passe et votre adresse sont en train de circuler sur le dark web. Et une semaine, 15 jours après, j'ai eu une tentative de connexion sur mon compte Google de Taïwan. Et donc, via la double authentification, heureusement, ça ne s'est pas fait. Et sinon, la personne, le pirate, il avait mon mail et mon mot de passe. Donc, voilà. Donc ça, c'est un petit truc qui peut servir. Alors, phishing, j'en parlais tout à l'heure, on y est. Ne mordez pas l'hameçon. Un cas typique, vous recevez un email de Google, votre compte professionnel a été désactivé suite à un problème. Le message vous invite à le réactiver en donnant votre identifiant et votre mot de passe. L'absence de réaction de votre part entraînera la perte de tous vos messages. C'est louche. Donc, qu'est-ce que c'est le phishing? En français, c'est de l'hameçonnage. Donc, ça consiste à usurper l'identité d'une personne ou plus souvent d'une entreprise dans le but d'abuser de votre confiance. Donc, ça se fait soit par email, soit par SMS, WhatsApp, Messenger et tout autre moyen, et aussi parfois par téléphone. Un banquier vous téléphone pour avoir vos accès. Non, ne le faites pas. C'est très risqué. Alors, quel est l'objectif? Ça, c'est toujours le même objectif pour les pirates. C'est d'avoir des informations personnelles. Ici, dans le phishing, ils n'ont pas encore votre mot de passe de mail, mais le but, c'est de l'avoir, justement. Donc, pour obtenir votre mot de passe, votre email, forcément, et parfois même votre carte de crédit, votre numéro bancaire. Bon. Des données sensibles à l'entreprise, je vous rappelle la GDPR, attention. Transfert d'argent, ça, je viens de le dire, ou sabotage industriel. Modus operandi, ça peut être par une pièce jointe affectée, soit par un lien vers un site malicieux, j'en parlais tout à l'heure, d'une fausse page Google. Historiquement, j'ai eu le cas avec Gmail, où je me suis retrouvé pas Gmail, pardon, eBay, où je me suis retrouvé à vendre des choses qui ne m'appartenaient pas. Ce n'était pas moi le vendeur, évidemment, mais quelqu'un m'avait attrapé. Ou un faux système de paiement. Attention, toujours lorsque c'est un nouveau système, méfiez-vous. En Belgique, il y a Ogone qui est assez utilisé. Bon, ça, on connaît, mais voilà. Dès qu'il y a un doute, dites-vous que c'est sûrement une attaque. Quelques chiffres. Le graphique du dessus, c'est le nombre d'attaques. Donc, on voit que ça va en croissant. Et en bas, les montants totaux volés sur l'année. Donc, on a quand même pas mal de gros montants qui sont détournés et attaqués chaque année. Comment démasquer? Les signaux, c'est message inopiné, un objet vague,
un spam et un ton alarmiste. Si on revient à l'email d'ici, ben on a quand même, voilà, l'absence de réaction de votre part entraînera la perte de tous vos messages, on demande à ce que ça soit vite fait, etc. Donc, voilà. Ces 4 signaux doivent éveiller votre curiosité, votre doute. Donc, les réflexes, ben, ne pas y répondre. Alors, survoler avec votre souris l'adresse de l'expéditeur. Par exemple, si c'est moi, Arnaud François, qui travaille à la CCL, qui vous écrit, mon adresse se terminera par @ccl.be. Si c'est autre chose, méfiez-vous. Cible des liens à cliquer, même chose, survolez l'adresse, vous verrez le site, la destination. Donc. Attention aux pièces jointes, surtout si c'est une petite pièce jointe, petite icône vide, c'est dangereux. Parfois, un collègue a eu un problème avec une pièce jointe Excel. Ça s'ouvrait dans Excel, mais il y avait des macros infectés. Donc, système de paiement, ben voilà, temporiser. Si on vous demande de faire un paiement, ne le faites évidemment pas directement. En cas de doute, vous pouvez vous rendre sur le site SafeOnWeb et vous pouvez là-bas signaler les mails frauduleux en le faisant parvenir à suspect@safeonweb.be. Il faut quand même savoir que cette organisation ferme en moyenne 4 sites frauduleux par jour. Donc, voilà, pour la société, pour le civisme, je veux dire, et pour avoir des conseils de leur part, c'est toujours une bonne adresse à avoir. Si un doute subsiste, là, ça c'est un cas personnel. En fait, ma collègue me dit, j'ai reçu un mail provenant d'extranet.sodexobenefits.be me disant qu'il fallait absolument valider la carte avant le 30 juin, sinon on perdait tous les crédits Sodexo. On était le 19 juin. Donc, on retrouve quand même, dans ce que je viens de vous dire, message inopiné, ça fait des années qu'on utilise cette carte, et soudainement, Sodexo nous demande de la valider. C'est bizarre. Objet vague, hein, pourquoi ça? Est-on alarmiste surtout? On nous prévient le 19 qu'on va perdre tous nos chèques repas pour le 30. Donc le réflexe a été d'aller sur dnsbelgium.be. Et en fait, tous les sites web sont enregistrés à cet endroit. Attendez, extranet.sodexobenefits.be. On vérifie la disponibilité, forcément le site n'est pas disponible, ça c'est logique. Par contre, ça permet de voir qui est titulaire réellement du compte. Et on voit ici que le titulaire, c'est bien Sodexo, et donc qu'en fait, Sodexo Benefits était un site tout à fait légitime. Donc on était sûr à 95% que c'était du spam, alors qu'en fait, pas du tout, c'était tout à fait légitime. Et alors, vous avez ici en dessous WIS, ça c'est pour les sites .com, .net, .org. DNS Belgium, c'est uniquement pour les .be. Donc voilà. Alors, les attaques d'ingénierie sociale. C'est encore une étape d'après. Vous allez voir. Vous êtes contacté par votre patron qui vous fait savoir que les autorités mènent une enquête sur une possible fraude fiscale. Il faut d'urgence et en toute confidentialité effectuer un virement de 60 000 €. Flatterie, intimidation, votre interlocuteur vous parle de votre carrière exemplaire, de vos possibilités d'évolution, de vos enfants, donc ils vous connaissent. Sans votre coopération, les conséquences pour l'entreprise seront très graves. Donc ici, on fait face à de l'ingénierie sociale. Donc c'est une manipulation psychologique. Et il pénètre dans la sphère personnelle, il connaît vos enfants, il pose des questions, etc. En usurpant en fait l'identité de votre patron, justement pendant qu'il est en vacances, ça tombe bien, en utilisant donc les emails ou les médias sociaux, Facebook, ou même par téléphone. On parlait tantôt de phishing par téléphone. Il existe des logiciels qui modifient la voix, donc même par téléphone, vous pourriez reconnaître quelqu'un alors que ce n'est pas lui. L'objectif, on est toujours dans le même domaine, hein, c'est obtenir des informations personnelles, quelles qu'elles soient, donc email, mot de passe, carte de crédit, données sensibles de l'entreprise, ou même effectuer un transfert d'argent. Ici, dans notre exemple, on demandait 60 000 €. Et le modus operandi, comment font-ils? Eh bien, ils collectent des informations
Si vous avez mis sur Facebook que vous partiez en vacances, ils le savent. Et donc, ils vont voir sur tous les médias sociaux, mais pas que, sur les sites. Comment dire, on a une carte d'identité numérique et un passé et comment dire, une trace numérique, je vais plutôt dire ça, assez importante. On ne s'en rend pas toujours compte. Donc, collecte d'informations, voilà, parfois en plusieurs mois. Scénario plausible, bah oui, attention, il va y avoir un contrôle. Je suis en vacances, donc je ne peux pas faire le virement, fais-le toi. Sous couvert d'une enquête, ici d'un contrôle, ici dans l'exemple c'est un contrôle fiscal ou une opportunité. Voilà. Des chiffres qui en disent long quand même, 70 millions d'euros, donc là on n'est pas à 60 000, c'est 70 millions d'euros pour une banque belge, et plus de 10 milliards d'euros au niveau mondial selon des sources du FBI en 2019. Donc 2020-2021, ça doit encore être bien pire. Alors, il y a d'autres techniques, techniques encore plus vicieuses. Le pirate n'essaie pas de vous soutirer de l'argent directement en s'adressant à vous. Il usurpe votre identité et demande un paiement sur un de ses comptes en votre nom. Ça, je vais passer parce que l'inspecteur Jamotte va en parler beaucoup mieux que moi de toutes ces différentes techniques. Je vais juste lancer cette vidéo avec votre poids numérique, comme je disais, votre empreinte numérique. Je vais un peu diminuer le son parce que c'est en anglais néerlandais, donc je vais commenter ce qui se dit en direct. Enfin, j'ai essayé. Donc, des gens ont été invités à avoir leur esprit lu par un mentaliste dans le cadre d'une émission télé qui allait être bientôt programmée. Donc il commence par mettre, comme toujours le mentaliste, en condition. Et puis voilà, je vois une école à Anvers, vous voyez, des insectes, pardon. Oui, je vois 2 insectes dans votre dos, ce sont des tatouages. Slovénie, oui. Donc voilà, une moto orange. Oui, oui, bien. Votre meilleur ami s'appelle Julie, et donne le nom de famille. Ah, vie privée intéressante, je vois 3, 4 personnes, donc forcément, elles s'en étonnent, tout le monde n'est pas au courant. Donc comment va son muscle? Maison rouge, balcon, blanc. Ça, c'était l'échauffement. Maintenant, il va rentrer dans des transactions monétaires, dans des numéros de banque, ou même de carte de crédit. Donc, on va passer 200 € dans de l'alcool. Dernier mois, tu as dépensé 300 € en vêtements. Donc, ils disent que lui est quand même très bon, hein, un très bon mentaliste. Et voilà, une maison à vendre, le prix. Il est effrayant, le fait. Donc, tente de révéler la magie derrière. Voilà. Et donc, c'est sur les réseaux sociaux des pirates qui vont rechercher toutes les données. Effrayant, hein? Donc, que faire face à ça? Temporiser, pas de réaction hâtive, comme on l'a vu tantôt. Ils essaient d'induire comment dire, de l'urgence, pas de réaction hâtive. Vérifiez l'identité de l'interlocuteur. Si c'est votre patron qui vous a envoyé un mail demandant de transférer de l'argent, bah, s'il a pris le temps d'envoyer le mail, téléphonez-lui. C'est quand même une certaine somme. Demandez des informations claires. Vérifiez évidemment toutes les transactions inhabituelles. Et gardez en tête de ne partager avec personne des données sensibles. Si jamais malheureusement il est trop tard, contactez une personne responsable
au sein de votre entreprise, respecter des procédures en cas de fuite de données, la procédure GDPR des checklists, on va dire ça comme ça. Contactez votre banque, évidemment. Et si vous avez divulgué un mot de passe, ben, encore une fois, changez-le. Et il me reste un dernier point à voir, mais c'est sur un slide différent. C'est un cas vécu. Un cas vécu à la Chambre de Liège, où une collègue a reçu un mail de Bipost. Donc, elle attendait un colis Bipost, justement, et elle reçoit un email invitant à cliquer afin d'avoir le suivi. En plus des colis, elle en reçoit tous les jours ou quasiment, donc elle ne s'est pas méfiée. En cliquant sur le lien, un petit fichier joint se télécharge et elle m'appelle en disant ils ont encore changé de procédure, c'est pénible, toutes ces procédures de sécurité, dit-elle, en exécutant le fichier. Et je lui dis mais tu viens d'exécuter le fichier? Oui. Rien ne se passe, tout du moins en apparence. Pourquoi? Parce que derrière la fenêtre mail, en fait, un cryptovirus est en train de modifier tous les fichiers sur son ordinateur, mais pas que. En fait, tout ce qui était connecté à l'ordinateur, c'est-à-dire clé, ici en l'occurrence, il n'y en avait pas, mais le serveur en tout cas, le serveur a été compromis aussi. Cloud, disque externe, donc tout ce à quoi votre ordinateur a accès sans mot de passe est crypté. Alors, une enquête Testachat, mais d'avril-mai 2015, révèle que pas moins de 8% des internautes belges ont été victimes. Nous, c'était de mémoire en 2018, donc maintenant, je pense que les chiffres sont beaucoup plus hauts. Et donc, ça signifie que toutes les données sont cryptées, documents, musique, photos, et ils demandent une rançon. 700 €, c'est gentil. Hein. L'université de Maastricht s'est fait avoir en 2019 et c'était 220 000 € qu'ils ont payé en plus. Donc ce type de criminalité Internet a déjà considérablement enrichi les divers pirates ou organisations terroristes telles que Daesh, mais ce n'est pas les seuls. Alors que faire si le mal est fait? Si la conversion est en cours, éteignez l'ordinateur. C'est ce que j'ai fait avec ma collègue. J'ai bondi derrière l'ordi et j'ai retiré la fiche. Je dis toujours que c'est pas bon, mais c'est toujours mieux que de perdre toutes les données. Malheureusement, le mal était fait, malgré tout. Alors, ce site web-là est très intéressant parce que c'est fait par la police néerlandaise. En fait, il regroupe beaucoup de clés de décryptage de cryptovirus qu'ils ont déjà pu décrypter. Et donc, vous pouvez vérifier si jamais une des clés fonctionne pour le cryptovirus que vous avez. Mais il faut savoir que la plupart du temps, malheureusement, ce sont des clés aléatoires parce que si c'est une organisation comme Daesh, ils s'en fichent de vous rendre vos données, disons-le clairement. Donc, c'est aléatoire et vous ne pourrez pas retrouver vos données. Rien, il est trop tard. C'est triste à dire. Donc, autrement dit, que faire? C'est maintenant. C'est en amont qu'il faut en fait sauvegarder vos données. Donc, de bonnes pratiques pour la sauvegarde, c'est la redondance. Donc ici, on voit que j'ai pris un NAS. On voit le petit boîtier noir avec deux disques. Pourquoi? S'il y en a un qui saute, enfin qui tombe en panne de vieillesse ou de défaut d'usine, il suffit de le remplacer, vous ne perdez rien du tout. Idéalement offline. Chez nous, on a un serveur qui se connecte à une heure bien précise. Il prend les données, on ne lui envoie pas, il les prend de notre serveur principal et il se coupe quand il a fini. Comme ça, même si notre serveur principal est attaqué, l'autre est coupé, il est hors réseau. Ou droit restreint, c'est ce qui nous a un peu sauvé la mise à la chambre. Au lieu de perdre une journée, si on avait dû restaurer le serveur offline, on a perdu 2 heures parce qu'en fait, la collègue qui a été infectée n'avait pas droit à la partie du serveur qui gérait les sauvegardes. Donc, du coup, le cryptovirus n'a pas pu infecter cette partie. Et alors, idéalement, si on a les moyens, c'est d'avoir un site distinct. Et là, ça protège vraiment de tout, même incendie, inondation. Voilà. Bon, là, on est vraiment dans le généraliste, mais c'est les trucs et astuces pour avoir une bonne sauvegarde.
Sachez aussi, et je vais en conclure par là, qu'il existe des chèques entreprises sur plusieurs domaines, sur la numérisation et ce genre de choses, mais ici, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les chèques entreprises cybersécurité. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, grâce à ces chèques, ça couvre la réalisation d'un audit diagnostique par un prestataire labellisé. Et donc, ça va de la création du cahier des charges, je vais dire, jusqu'à la réalisation et le suivi, la mise en place de votre solution de cybersécurité. Alors, c'est pour qui? C'est pour les très petites et les petites et moyennes entreprises forcément immatriculées à la BCE, donc de moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Comment? Donc en fait, ils interviennent à hauteur de 75% des coûts avec un plafond de 60 000 euros réparti en 3 ans. Donc comme je vous disais, vu que ça va de l'audit diagnostic jusqu'à la réalisation, vous avez 3 ans pour faire vérifier et sécuriser votre entreprise au niveau cybersécurité. Comment disposer de ces chèques? Voici le site, chèque entreprise et le numéro de téléphone. Et vous allez recevoir la présentation, donc tout sera dessus. Et voilà, merci beaucoup. Voilà, donc normalement maintenant c'est à moi. Donc je vais d'abord me présenter. Donc on l'a dit déjà tout à l'heure, mais je suis inspecteur de police ici dans la zone Centre-Ardennes, et plus précisément dans la ville de Libramont. Libramont qui a quand même pas mal d'entreprises de différents secteurs, et même internationales, si on prend pour l'exemple de L'Oréal. Alors ici, dans la présentation, je vais parler en premier de la fraude au président qui a déjà été abordée un petit peu par M. Arnaud François avec l'engineering. Mais ici, le terme fraude au président, c'est le terme que nous, on emploie dans les services de police pour caractériser ce genre d'escroquerie. Et puis, je vais parler un petit peu après aussi d'autres sortes d'escroqueries, mais que M. François a déjà expliqué. Donc, la fraude au président, en termes policiers, donc c'est une escroquerie visant à usurper les fonctions du chef de l'entreprise pour qu'un collaborateur effectue un virement sous d'urgence. Donc, on a déjà expliqué tout à l'heure. Donc, c'est vraiment pour essayer de mettre la personne en confiance. C'est ça le principe. Donc, comment est-ce que les escrocs vont faire dans un premier temps? Il y a une première approche indirecte, que c'est la personne ne se rend compte, étant donné que c'est une récolte d'informations via tous les moyens actuels, tous les réseaux sociaux, Internet. Si je prends un exemple, une fois dans une entreprise, ils ont contacté en se faisant passer pour une employée, mais celle-ci était en fait pensionnée, mais le site n'avait pas été mis à jour. Mais c'est une information qu'ils ont recueillie de par le site, tout simplement. Puis arrive le premier contact, qui est généralement une approche téléphonique, où vous recevez un appel parfois d'un notaire ou même parfois de quelqu'un tierce qui demande certaines informations par rapport à votre entreprise. Donc, c'est le genre d'appel que les secrétaires reçoivent tous les jours. Donc, vraiment, on n'y fait pas spécialement attention à ce moment-là. Mais déjà, sans se rendre compte, on donne aussi d'autres sortes d'informations aux escrocs qui vont s'en servir pour la phase suivante. Et là, dans les phases suivantes, ils commencent à échanger des mails, donc ils évitent à ce moment-là les contacts téléphoniques. Donc généralement, c'est par mail, mais parfois ils reprennent contact téléphonique. Pourquoi est-ce qu'ils évitent les appels téléphoniques? Ce n'est pas un cliché, mais c'est un fait. C'est quand même souvent des personnes qui ont un fort accent. Et quand vous dites vous appelez le notaire Jean Dupont, donc un nom bien français, mais que l'accent derrière ne suit pas, forcément, ça vous met souvent la puce à l'oreille. Donc, c'est pour ça qu'ils passent par des échanges de mails. Alors, forcément, pour avoir déjà vu ce genre de mail, pour eux, ils sont, dans un premier temps, ils sont très rodés. Donc, dans un premier temps, ils ont une approche relativement douce, on va dire même gentille, où ils essayent de vous mettre en confiance. Et vraiment, ce qui ressort, c'est qu'ils comptent sur vous. Donc, ils essaient de vous responsabiliser. Et puis après, ils se montrent de plus en plus agressifs dans leur manière de parler avec vous.
Donc voilà, donc c'est vraiment la confiance, et c'est vraiment je compte sur vous. Donc vous vous retrouvez tout seul, et voilà, vous vous sentez responsable, vous vous sentez avoir la confiance en plus de votre patron, parce que souvent forcément ils essaient de se faire passer par votre chef d'entreprise, et c'est comme ça qu'ils commencent. Et puis après arrive l'augmentation de la pression psychologique. Et on ne se rend pas toujours compte, mais quand les gens se retrouvent confrontés avec cette véritable agression de mails qu'ils reçoivent, la personne elle a peur forcément. Comme on disait tout à l'heure, ils mettent parfois en jeu votre place au sein de l'entreprise. Vous avez vraiment cette pression psychologique qui augmente, et la personne, une fois qu'elle est prise dans l'engrenage, malheureusement, pour en sortir, surtout qu'elle est toujours toute seule dans ce genre de situation, elle n'arrive pas à s'en sortir, et elle passe à la dernière étape où il demande de liquidité, et la personne se confie, ben oui, effectivement, sur les comptes, parce que voilà, ils vont essayer d'être forcément en relation avec le comptable, mais parfois la secrétaire, ça dépend un peu de la taille de votre entreprise. Et suivant ce qu'ils auront, ben, ils vont essayer de prendre le maximum. C'est aussi simple que ça. Et voilà, la finalité reste la transaction bancaire. On arrive à des sommes parfois énormes. Dans le cas de la province du Luxembourg, une entreprise, elle, s'est retrouvée à payer 100 000 euros. Il ne faut pas se leurrer, les 100 000 euros, une fois qu'ils sont partis, généralement, on ne les revoit plus. Donc ici, quelques chiffres, donc on en a déjà parlé. Donc la fraude au président comme telle, au niveau des services de police, les premiers faits démarrent depuis environ 2010. Un Français qui est maintenant dans un pays, Israël, donc par là il est plus ou moins intouchable. Donc c'est lui qui a mis le système en place, en tout cas le principe. Donc il a trouvé le jackpot en fait. Parce que entre 2010 et 2014, donc là on était dans les débuts de cette escroquerie. Donc comme vous pouvez le voir, là, 520 dossiers pour 250 millions d'euros. Rien que sur l'année suivante, donc rien que l'année 2015, on est déjà pour le double. Mais de nouveau, ici, on ne parle que de la France. Mais c'est une escroquerie qui a tellement bien fonctionné qu'elle est en arrivée à un milieu, au niveau international. En une fois, ils ont pu faire une fois 1 600 000 euros. Donc, je ne vais pas vous cacher, cette entreprise-là, elle a fait faillite. Donc, c'est pour ça, eux n'ont pas de scrupules. Ils vont vous demander le maximum de vos liquidités, et s'ils peuvent prendre jusqu'au dernier centime, ils le prendront, et ils se moquent bien des conséquences. Et que vous soyez un petit entrepreneur ou que vous soyez une grande entreprise à 500 employés, eux, ils n'en ont absolument rien à faire que les 500 employés demain seront mis à la porte parce qu'il n'y a plus d'argent pour les payer. En Belgique, en 2015, on arrive seulement à une centaine de cas. Seulement parce que forcément, enfin ici je n'ai plus les chiffres, mais dans les années qui ont suivi, tout n'a fait qu'augmenter. Et voilà, en 2015 par exemple, rien que pour la province du Luxembourg, on était à 22 entreprises qui ont été contactées. Quand on dit ici entreprises en cause, ce ne sont pas forcément des entreprises qui ont été préjudiciées, mais ce sont parfois simplement des entreprises qui nous ont contactés, nos services de police. Parce que malheureusement, dans les chiffres ici que nous avons, beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes ne prennent pas contact avec nos services parce que voilà, quand vous n'êtes pas préjudicié, souvent vous vous dites pourquoi voir avec la police alors que finalement vous avez peut-être des informations qui peuvent nous être utiles dans notre enquête. Donc plusieurs dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions, voilà, ça dépend forcément de la taille de votre entreprise, jusqu'à quand vous vous rendez compte de l'arnaque, de l'escroquerie, mais voilà, eux, ils vont essayer d'aller au plus loin, au maximum. Et voilà. Donc, quelles sont les réactions que vous pouvez avoir en direct si vous vous rendez compte de l'escroquerie? Ce n'est pas forcément une solution de raccrocher tout de suite, même si ça peut être une bonne solution pour la suite. Mais enfin, si vous vous en rendez compte, la première chose que vous pouvez faire, c'est avoir un enregistrement de la conversation téléphonique. Parce que, par exemple, dans le cadre d'une de nos enquêtes, il ressortait qu'une des personnes qui était en contact téléphonique avec les gens, on a pu le recoupler à d'autres escroqueries rien que de par sa voix. Donc, comme on avait les enregistrements, on savait se dire, voilà, telle personne, on l'a liée à plusieurs autres escroqueries. Prendre note des informations que lui vous donne, parce que parfois aussi, grâce à ça, on peut recouper ces personnes et au lieu de les avoir juste pour une seule enquête, on peut les regrouper dans une plus grande enquête, parfois même des enquêtes internationales, enfin, surtout ici au niveau Europol.
Donc, parfois, eux aussi, sans s'en rendre compte, peuvent se trahir. On peut avoir le cas d'une personne qui démarre avec un premier nom et puis au fil de la conversation, il change de nom. Donc, ça aussi, ça peut vous mettre parfois la puce à l'oreille sur l'escroquerie qui est en cours. Le faire parler, forcément, plus les gens parlent, plus ils se trompent, plus parfois ils vont s'enfoncer dans leurs mensonges. Donc, c'est toujours une bonne solution aussi de les faire parler un maximum pour qu'ils vous donnent, mais que nous, services de police, on puisse se servir de ces informations-là également. Que faire si vous en êtes victime? Forcément, bloquer toutes les transactions. La première chose que vous devez faire, c'est contacter votre banque pour voir, essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Malheureusement, souvent, ils font parfois ce genre d'escroquerie, comme on l'a dit tout à l'heure, en période de vacances, avant les week-ends, dans des moments où vous êtes moins réactif ou dans les moments où le personnel qui pourrait, les banques ou d'autres personnes qui pourraient bloquer les transactions ne sont pas présentes ou n'y seront pas. Donc, une fois que l'argent est parti, il est parfois trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de réagir le plus rapidement possible. Déposer plainte, forcément, pour que vous puissiez faire avancer une enquête ou pouvoir faire fonctionner éventuellement une assurance. Ça dépend un peu comment ça fonctionne à votre niveau. Dans le cas de dépôt de plainte, qu'est-ce qui est utile à nous communiquer? Des numéros d'appel ou des numéros de fax. Pour vous donner un exemple concret, ici, une enquête était faite. Une entreprise de Libramont avait noté un numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone espagnol. Et les enquêteurs se sont rendus à Tenerife et ils ont pu mettre la main sur un des escrocs. Rien qu'avec ce numéro de téléphone, enfin, ce n'est pas juste l'entreprise de Libramont. Ce numéro de téléphone a été récolté par d'autres entreprises, mais voilà, c'est un réflexe à avoir. Et si personne n'avait pensé une fois à noter ce numéro-là, on n'aurait pas pu aller intercepter l'auteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de noter un maximum d'informations. Et le premier à noter, c'est le numéro d'appel, qui malheureusement souvent n'est pas noté parce que quand vous prenez une grosse entreprise, vous passez par différents centraux téléphoniques. Vous avez les réceptionnistes, vous avez les secrétaires qui vont transférer l'appel vers le comptable ou vers une autre personne dans l'entreprise. Et souvent, dans ce genre de choses, les numéros se perdent ou ne sont pas notés. Donc, c'est vraiment le premier réflexe à avoir, ça reste de noter le numéro d'appel. Notez le numéro de compte bancaire sur lequel il vous demande de faire le virement. Vous allez dire c'est évident, mais tout le monde n'y pense pas toujours. Enfin, avec les virements bancaires, on peut toujours les revoir par après. Mais bon, parfois, si vous vous êtes rendu compte de l'escroquerie, comme j'expliquais tout à l'heure, où vous devez les faire parler, ils vont vous communiquer le numéro de compte bancaire. Mais il ne faut pas hésiter à le noter, parce que là, vous n'aurez pas fait les virements, mais au moins, vous l'avez noté. Dans le cadre de l'enquête que j'expliquais tout à l'heure avec la personne de Tenerife, les numéros de compte bancaires étaient attribués à une personne vivant sur Charleroi. Donc, c'était en fait une mule, comme on appelle ça chez nous. Donc, le compte ne servait que de transaction et après, ça repartait vers d'autres pays où là, malheureusement, on n'a pas toujours moyen de suivre. Mais bon, c'était de nouveau une personne qui avait des comptes à rendre dans l'enquête et dans l'escroquerie en elle-même. Description de l'auteur, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec la voix. Donc, parce que grâce à ça, on peut coupler et rapporter différentes enquêtes entre elles. Pour vous, vous allez me dire que ça n'a pas une grande importance, mais au niveau de l'impact des sanctions que ces personnes peuvent avoir, ça a une importance. Parce que si vous liez une personne à une seule escroquerie, forcément, sa sanction, sa peine, son amende ne seront pas aussi importantes que si elle est liée à 10, 15, 20, 60 escroqueries. Dans le cadre ici de l'enquête, il y avait environ une dizaine de personnes qui ont été liées et les montants, en fait, par personne, le montant minimum qui était lié, parce qu'on avait ces informations-là chez nous, on était à minimum 100 000 €. Donc, vous multipliez ça par 4-5 et vous pouvez même encore multiplier par le nombre un montant encore plus important parce que certaines personnes avaient entre 800 et 1 million d'euros d'argent récolté à leur niveau. Donc, il
Ici, ils étaient un groupe de 5-6 personnes plus ou moins au total, et rien qu'à eux seuls, ils avaient déjà plusieurs millions d'euros récoltés. Notez, nous communiquer les informations qui vous ont demandées et les informations que vous avez fournies. Donc, est-ce que vous avez donné vos numéros de compte? Est-ce que vous avez donné vos adresses mail? Est-ce que vous avez donné accès à la totalité de votre comptabilité? Parce que ça nous permet, nous aussi, de pouvoir anticiper ce qu'ils vont faire. Certaines entreprises travaillent en sous-traitance pour d'autres. Certaines entreprises travaillent en partenariat. Donc, à partir du moment où ils ont récolté des informations à votre niveau, ils peuvent s'en servir pour contacter vos partenaires ou les autres personnes avec qui vous collaborez, vous travaillez. Donc, ça nous permet, nous, parfois, de pouvoir anticiper ce genre de demande. De nouveau, en cas concret, donc j'avais une entreprise ici sur Libramont qui travaillait énormément avec Infrabel. Infrabel, ils avaient envoyé de fausses factures pour se rendre compte simplement de la liquidité. Grâce à ça, on a pu contacter Infrabel directement en leur disant attention, vous allez vous faire contacter pour l'entreprise ici de Libramont. Et surtout, ne répondez pas. Et à l'inverse, communiquez-nous ces informations-là pour qu'on puisse progresser dans l'enquête. Et parfois, les entreprises vont jouer le jeu pour essayer d'avoir justement un maximum d'informations de leur part pour aider nous, les services de police, à avancer là-dedans. Donc, on arrive aussi au dernier point. Quand ils vous contactent par mail, ce qui est important aussi, c'est de nous fournir, enfin, c'était important, c'était les mails échangés et les en-têtes techniques. Pourquoi? Parce que vous aviez l'adresse IP qui était fournie de la personne qui vous l'envoyait. Donc, grâce à ça, on pouvait localiser parfois précisément celui qui avait expédié le mail. Je parle au passé parce que maintenant, avec tous les VPN, malheureusement, ça ne coûte presque rien par rapport à la somme d'argent qui parvient à récolter. Donc, quasiment maintenant, tous les escrocs passent par des VPN. Et malheureusement, ici, au niveau des services de police, on se retrouve quand même relativement bloqué à ce niveau-là. Donc, cette en-tête de mail et cette adresse IP peut parfois être intéressante, mais elle est malheureusement de moins en moins de par l'utilisation des VPN en puissance. Le résultat de tout ça, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas non plus trop vous décevoir, mais voilà, ça reste un travail très long, un véritable travail de fourmi pour les services de police, parce qu'on est souvent dans des collaborations internationales. La récolte d'informations ne va pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait, donc les escrocs, ils ne vont pas nous attendre non plus. Donc on arrive heureusement parfois à des arrestations, mais comme on en est, comme je le disais, avec des autres pays, les collaborations ne sont pas toujours optimum. Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous avez un suspect ou un élément d'enquête qui vous amène dans un pays européen que ce pays même européen va toujours être fort coopératif avec nos services à nous. Ça dépend des accords. Et malheureusement, il existe des pays à travers le monde qui sont de véritables paradis fiscaux et judiciaires, où tout nous amène dans ces pays-là, mais malheureusement, le pays ne nous laisse pas rentrer, ne laisse aucun service de police rentrer, que ce soit service belge ou même Europol. Ils ne vous laisseront pas rentrer, donc malheureusement le résultat s'avérera négatif parce qu'on sait que le suspect est là, mais on ne peut pas aller le chercher. Donc à partir du moment où on ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas aller chercher l'argent qu'il vous a pris non plus. Donc c'est ça que malheureusement dans la plupart des cas, l'argent une fois qu'il est parti, vous ne le reverrez plus. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment très 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 attention à ce que vous faites. Au niveau de la prévention, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a plusieurs possibilités. Ici, ce n'est pas forcément ce que vous devez faire absolument, mais de nouveau, suivant la taille de votre entreprise, votre fonctionnement, je me doute bien que le petit entrepreneur qui travaille tout seul, que c'est son épouse qui parfois fait la compta sur le côté, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'une entreprise comme L'Oréal, donc forcément tout n'est pas possible. Mais voilà, une des solutions qu'on peut proposer, c'est minimum 2 signataires pour décisions importantes. C'est en place dans plusieurs entreprises. Donc ça permet au moins que si un n'est pas joignable, on puisse au moins essayer de joindre l'autre. Et de nouveau, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Si aucun des deux n'est joignable, il ne faut pas y aller.
faut pas accepter et faire ce que les gens vous demandent de faire par mail ou par les appels téléphoniques. Essayer d'établir des règles strictes de fonctionnement, donc essayer d'avoir une façon de faire qui est vraiment bien définie, que si ce n'est pas respecté, ben, vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Essayer d'établir un code lors d'échanges de mails. Donc, nous, si je reprends ici le cas d'une entreprise sur Libramont, la directrice a pour habitude de tutoyer tous ses membres du personnel. Et ici, dans les mails qui étaient envoyés, la fausse directrice, vous voyez tout le monde. Donc, directement dans le premier mail, la comptable, quand elle a reçu ça, elle s'est rendue compte tout de suite que c'était bizarre, que ce n'était pas normal. Non, je ne suis pas ici pour dire que vous devez tous vous tutoyer entre vous, mais voilà, c'est une sorte de code ou de façon de faire qui est habituelle chez vous et que dès qu'on sort de cette zone-là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, vous êtes sur une escroquerie. Vérifier les données communiquées de l'appelant. On n'est jamais trop prudent. Je vais donner un autre exemple concret. Il y a quelques années maintenant, j'avais organisé une séance de prévention comme celle-ci au niveau des entreprises de Libramont. Je les avais toutes contactées une par une. Donc forcément, je m'étais présenté en tant que service de police. Sur la trentaine de participants, il y en a eu 3 ou 4 qui ont pris la peine de vérifier que j'étais bien policier. Mais encore sur les 4, il y en a un, c'est parce que je n'ai pas su le joindre et qui m'a retéléphoné par après. Donc effectivement, il est tombé sur la centrale. Donc là, il s'était bien rendu compte qu'il était sur un service de police. Mais moi, quand j'ai pu contacter tout le monde, je me suis retrouvé à avoir les coordonnées de tous les directeurs. J'avais donc pour certains, j'avais même un numéro de téléphone. J'avais l'adresse mail, donc ça me permettait pour un escroc d'avoir la structure de l'adresse mail de votre entreprise, parce que si parfois cette structure n'est pas visible sur le site internet ou d'une autre manière, ça permet de l'avoir. Donc parfois, plus c'est gros, plus ça passe. Donc vérifiez vraiment tout ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on vous dit, et il vaut mieux plus 2 fois qu'une. Forcément, ne pas communiquer les absences de personnes responsables, ça peut sembler évident, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, vous allez marquer sur Facebook parce qu'ils vont vérifier vos informations via, en premier lieu, le site de l'entreprise. Mais sur le site de l'entreprise, il y a votre nom et votre prénom. Avec ça, ils vont sur Facebook. Avec ça, ils ont accès, parce que parfois, vous avez même votre photo, donc ils savent vérifier que c'est bien vous sur Facebook. Et voilà, certains viennent dire je suis parti en vacances, donc forcément, leur enquête, leur recherche, parfois c'est plusieurs mois avant de passer à l'escroquerie qui font tout ce genre de recherche et de récolte d'informations. Donc faites attention aux informations que vous communiquez et surtout évitez de dire ce genre d'informations parce qu'ils vont d'office utiliser ces faiblesses pour tenter de vous escroquer à ce moment-là. Il arrive aussi que vous recevez une nouvelle facture avec un numéro de compte. Ça peut arriver, vous ne nous en rendez pas compte parce que généralement les gens ils enregistrent les comptes des clients ou des factures que vous recevez par défaut. Donc parfois rien que de taper le nom du client, vous avez le numéro qui s'affiche et vous n'allez pas voir plus loin. Mais parfois, il y a des factures qui sont interceptées, que ce soit des factures par mail ou que ce soit des factures même par courrier postal classique. Ils vont aller jusqu'à changer et modifier ce numéro de compte. Donc parfois, vous allez vous en rendre compte, mais n'hésitez pas à recontacter l'entreprise mère, l'expéditeur, pour être certain qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie. Il arrive que des entreprises changent forcément leur numéro de compte, mais vaut mieux s'en assurer que, encore une fois que l'argent il est parti, dans pratiquement 90% des cas, vous ne le reverrez plus. Et puis, il reste à voir l'entête technique des mails. De nouveau, c'est comme on a discuté tout à l'heure, mais j'ai un exemple un peu plus loin dans la présentation pour vous le montrer, mais c'est surtout quand ils changent l'adresse mail. Donc, bien se rendre compte que l'expéditeur est vraiment celui à qui vous pensez parler et qu'il ne s'agit pas d'une fausse adresse. Donc, on en arrive ici, donc c'est pour faire la transition avec l'entête et l'adresse mail. Donc, on arrive exactement, nous on appelle ça le spoofing d'adresse mail.
Donc, c'est créer une adresse mail falsifiée en vue d'usurper la fonction, le caractère commercial d'un tiers pour en retirer un bénéfice financier. Donc, exemple concret. Donc, nous avons dans un premier lieu l'adresse réelle d'une personne. Donc, quand vous créez une adresse mail, ça vous prend quelques secondes. Au lieu de marquer votre nom et votre prénom, vous marquez une vraie adresse mail. Comme ça, quand vous recevez le mail, la première chose que vous voyez, en fait, c'est ici, c'est julien.deprest@fgov. Mais derrière, ce que vous voyez en noir, en fait, c'est l'adresse réelle qui est envoyée. Donc, si vous ne prenez pas la peine de regarder un peu plus en profondeur l'adresse mail qui vous entre de l'expéditeur, vous ne vous rendrez pas compte de la fausse adresse sur le côté. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas hésiter à regarder, de nouveau prendre une seconde en plus pour vérifier dans l'entête. Vous le voyez, quand vous êtes dans l'entête de votre mail, vous avez l'adresse complète avec le nom, prénom de l'expéditeur. Donc, s'il a créé une fausse adresse, vous verrez l'adresse apparaître à côté de ce qui vous semble être vrai. Donc, quelques cas concrets, les méthodes d'approche, comme je vous le dis, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on se fait passer pour un notaire d'une entreprise, qui est en contact avec votre chef d'entreprise, et ils sont sur une transaction pour acheter une autre entreprise, et que vous n'avez parfois pas connaissance, ou parfois il y a des informations qui sont de nouveau données sur Internet, donc les gens se servent de ça. Ils vont prendre contact avec vous. La qualité de l'usurpé, donc généralement, ils vont aller chercher le directeur de l'entreprise. Forcément, ça fait toujours plus peur de voir le nom du directeur général que de votre supérieur parfois direct, qui, suivant la taille de l'entreprise, n'est forcément pas la personne la plus haute dans l'entreprise. Et de nouveau, dans leur escroquerie, ils vont se faire passer aussi pour des notaires, donc pour des avocats, pour vous avez des gens de confiance. Comme moi, quand je me suis pas fait passer pour un policier, parce qu'effectivement je le suis, mais étant donné que personne ne l'a vérifié, on peut se faire passer aussi pour des policiers. Ils se font passer pour tout ce qu'ils peuvent. Et encore une fois, plus c'est gros, plus ça passe. Donc les suites de l'approche, voilà, de nouveau, on en revient avec cette mise en confiance, les données personnelles qu'ils ont sur vous. C'est parfois très précis, suivant ce que plus vous allez, en fait, plus, c'est pas vous dire que c'est de votre faute, mais plus vous allez laisser d'informations sur vous, plus ils en auront à vous donner. Donc forcément, ils auront plus il y a de moyens de vous accrocher ou de vous mettre la pression, ils vont s'en servir. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce que vous laissez comme information. Le préjudice, voilà, est-ce qu'il y aurait eu un préjudice, est-ce qu'il n'y aura pas de préjudice, ça dépend. Mais bien sûr, on arrive souvent à des préjudices qui sont très importants et suivant forcément la taille de votre entreprise, le montant ne sera pas le même. Mais bon, 200 000 euros pour certains, ça ne représente forcément pas la même chose. Donc pour certains, 200 000 euros, ce n'est pas grand-chose. Pour d'autres, 200 000 euros, demain, on ferme la boutique et tout le monde est au chômage. Comment démasquer? Encore une fois, en fait, c'est toujours la même chose, plus ou moins, mais c'est toujours être méfiant. C'est pour ça aussi que je commence ici par la fraude au président, parce que le reste des autres escroqueries y ressemblent et se basent plus ou moins sur la même façon de faire. Donc, toujours être méfiant. Donc, à partir du moment où vous constatez ou remarquez que quelque chose n'est pas normal, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est dès que vous êtes sur Internet, c'est pas normal, c'est qu'il y a une escroquerie, c'est que c'est faux, c'est que voilà, il faut toujours être méfiant. Donc, dès que vous commencez à avoir un doute sur quelque chose, arrêtez tout, prenez un peu de recul, contactez, voyez, essayez d'avoir une autre personne pour avoir un autre regard sur le sujet. N'hésitez pas à faire des vérifications. Encore une fois, voilà, une vérification supplémentaire vaut mieux que zéro, vaut mieux appeler une fois ou deux fois de trop. Ils vous mettent la pression, mais vaut mieux attendre de joindre une personne que de foncer et malheureusement commettre l'irréparable. Observez la structure de mail, donc on en a déjà parlé assez juste avant. Et alors, si plusieurs échanges de mails, ça aussi, on le remarque, mais quand vous êtes dedans, vous ne le voyez pas toujours, d'un mail à l'autre, parce que dans leur façon de faire, vous allez parfois avoir plusieurs interlocuteurs sans que vous vous en rendez compte. Mais voilà, suivant les échanges de mails, vous allez parfois avoir des différences entre différents mails, alors que normalement, quand vous parlez avec une personne, c'est toujours la même police d'écriture, c'est toujours le même style.
Vous allez parfois avoir un logo d'entreprise qui apparaît dans les 2-3 premiers mails et puis dans les mails suivants, alors que vous êtes toujours censé parler à la même personne, ce logo d'entreprise disparaît. Donc de nouveau, ce sont des choses qu'il faut faire attention. On ne se rend pas toujours compte qu'on est dedans, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de prendre le recul et regarder vraiment plus de manière un peu plus large ce que vous recevez et les informations que vous avez. Alors, d'autres types d'escroqueries par Internet assez fréquentes. Là, forcément, on n'est plus ici dans le cadre vraiment d'entreprise, mais c'est même pour vous. Les faux jackpots, quand vous avez soi-disant un oncle qui vient d'Afrique du Nord, que vous n'avez jamais entendu parler, qui va décéder, vous allez toucher l'héritage. Forcément, c'est trop beau pour être vrai. Donc, faites attention à ça. Maintenant, ici, ce que je peux donner comme exemple concret pour une entreprise, c'est arrivé fin d'année dernière un chocolatier de Libramont. Mais Galère, par exemple, a été aussi touché dans cette même escroquerie. Donc, en fait, ce qu'ils ont eu comme approche, il faut savoir, pour essayer de mettre les gens dans le contexte, que le chocolatier Libramont, en fait, se fournit à un fournisseur belge qui s'occupe de fournir pratiquement tous les chocolatiers de Belgique. Donc, il y avait eux, il y avait Galère, il y en avait encore d'autres dans d'autres provinces. Et donc, les escrocs, en fait, ils ont contacté directement le fournisseur principal en se faisant passer pour une sorte d'association caritative qui voulait remercier les personnels des soins de santé qui étaient en première ligne au Covid, et ils disaient vouloir offrir, ici dans le cas du chocolat, c'était des pralines, au personnel hospitalier, aux pompiers, à ce genre de personnes, pour les remercier de leurs efforts par rapport au Covid. Ils se sont fait passer aussi pour d'autres choses. Il n'y avait pas que le chocolat, il y avait aussi de l'eau et d'autres produits comme ça, des fleuristes aussi par exemple. Et donc le fournisseur principal du chocolatier, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recontacté tous les gens tous ses clients par l'intermédiaire de représentants. Et certaines personnes nous sont dit, oui, on va le faire, effectivement, c'est pour la bonne cause, donc on va rendre service et on va faire plaisir à tout le monde et on va travailler. Donc, dans le cadre ici du chocolatier de Libramont, il y en a pour plus de 110, même presque 120 000 euros de pertes, parce qu'ils ont fait livrer, donc ils ont envoyé la marchandise, ils ont livré la marchandise, mais forcément, ils n'ont jamais vu l'argent. Et ils ont juste vu avec consternation que leurs produits étaient vendus sur Marketplace, donc le site de vente de Facebook, et c'était pas eux qui en touchaient. Donc voilà, ils ont travaillé nuit et jour pendant plus d'une semaine avec l'impact que ça avait sur leur personnel. Ils pensaient faire plaisir, donc quelque part on peut dire que c'est un faux jackpot parce qu'ils devaient être payés par rapport à ce qu'ils avaient fait, mais bon voilà, cet argent ils ne le verront jamais. Donc, était en cours. Dans le cadre ici, ce sont des personnes qui résident en Belgique. Donc, vous allez me dire, en théorie, on devrait pouvoir y arriver. L'argent, généralement, ils ne le gardent pas. Donc, ici, est-ce qu'ils ont réellement su vendre toutes les pralines? Parce qu'on parle de 120 000 euros. Mais enfin, il n'y avait pas que le chocolatier ici de Libramont, il y en avait d'autres. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment su tout vendre? Puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent-là? Est-ce qu'ils l'ont gardé? Est-ce que ce sont des gens qui sont solvables? Donc, parce qu'ici, ce ne sont pas des escrocs, ils n'étaient pas 40, ils étaient 2-3. Donc, même à 2-3 personnes, est-ce que 2-3 personnes sauraient déjà rendre ne fût-ce que 120 000 euros? Donc, vous multipliez ça par le nombre d'autres qui se sont fait escroquer et par des montants similaires. Donc, est-ce qu'ils arriveront un jour à rembourser tout le monde? Voilà. Je vous pose la question, mais je pense que poser la question, c'est y répondre. D'autres sortes d'escroqueries, donc nous avons les proches qui sont à l'étranger. Ces entreprises, ces escroqueries étaient relativement bien faites, de nouveau par rapport aux informations qu'ils arrivaient à récolter, de nouveau de par les traces et les informations que vous laissez sur Facebook. Donc c'était souvent très précis. On a le cadre d'une jeune fille qui était partie à Venise. Et un jour, sa grand-mère a reçu un mail en disant ben voilà, je suis coincée à Venise. Donc forcément, la grand-mère savait que sa petite fille était à Venise et elle a foncé, elle a bien voulu lui donner l'argent.
via des tickets NeoSurf. Donc souvent, quand on vous demande de payer via des tickets NeoSurf, de nouveau, ça doit clignoter rouge chez vous, parce que ce sont des moyens qu'ils utilisent pour vous faire payer. Et là, forcément, on n'est pas des montants comme dans les entreprises, on est plus à des sommes de 2 000 à 3 000 euros. Mais bon, 2 000 à 3 000 euros pour certaines personnes, ça représente quand même parfois énormément. Les fausses associations caritatives, forcément, c'est toujours la même chose. Hein. Si on vous promet de gagner au jackpot ou de participer ou donner de l'argent pour venir en aide à des villages en Afrique, ce genre de choses, ils jouent beaucoup sur ça, la sensibilité. Donc, il y a des vraies associations, mais de nouveau, n'hésitez pas à vérifier. Si vous avez l'habitude de donner de l'argent à la Croix-Rouge et que vous voulez une fois vous voyez une autre association qui passe, allez vérifier, parce que les attaques sont souvent ciblées. Donc, vous ne faites jamais de dons à des associations caritatives. Vous ne recevez pratiquement jamais ce genre de mail. Vous avez l'habitude de le faire, mais oui, par exemple, là, vous aurez parfois des approches de ce style-là. Les faux concours, ça, vous devez sûrement voir passer, mais de nouveau, une fois que vous mettez le pied dedans, gagner juste en envoyant un mail pour gagner une télévision à 2 000 euros. Et puis après, on va vous faire croire que la télé, vous l'avez gagnée, mais pour la recevoir, il y a des frais de douane que vous allez devoir payer, mais que vous allez vous seront remboursés derrière. Mais une fois que vous commencez à payer, forcément, c'est de l'argent qui est perdu. Mais encore une fois, si c'est trop beau, c'est qu'il y a une arnaque, c'est que c'est pas normal, ça veut dire qu'il y a une escroquerie. L'arnaque au sentiment, on ne va pas rentrer dans les préjugés ou les stéréotypes, mais malheureusement, ce sont très souvent des femmes qui sont touchées par ça. Il y a des hommes aussi, mais les hommes, c'est un peu moins subtil, où on va demander à l'homme de se mettre devant la caméra et d'avoir un comportement, et puis après de menacer de diffuser ces images. Donc, quand on voit qu'on menace de diffuser les images sur TF1, encore une fois, si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vu. C'est des gens qui en sont victimes. Un petit peu de bon sens, hein, votre vidéo ne sera jamais envoyée au journal de 13h sur TF1. Mais par contre, chez les dames, là, c'est un peu plus conséquent parce que souvent, ils vont essayer de jouer, ils vont faire. Voilà, vous êtes parfois un peu plus. Ils vont tomber sur des gens, enfin, pas sur les dames, enfin bon, ils vont tomber sur des gens qui sont un peu plus désespérés, que ça fait plus longtemps qu'ils n'ont pas rencontré quelqu'un. Donc, vous allez tomber sur quelqu'un ici qui va vous écouter, qui va être gentil avec vous, qui va vous faire tomber amoureuse. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne rencontre pas quelqu'un en vrai qu'on ne peut pas tomber parfois amoureux. Ils vont vous faire croire qu'ils sont dans un autre pays, ou parfois même qu'ils sont en Belgique et qu'ils sont partis dans un autre pays puis qu'ils sont bloqués. Et ils vont vous demander de l'argent pour revenir parce que le ticket, la réservation du ticket d'avion est périmé parce qu'ils ont eu un accident, parce qu'ils ont eu un retard ou quoi que ce soit. Et on va démarrer avec des sommes de 2 000 euros, 2 à 3 000 euros. Mais j'ai une dame qui s'est retrouvée à payer plus de 109 000 euros. Parce qu'elle a cru jusqu'au bout à l'amour et que la personne allait venir, et finalement il n'est jamais venu, et la dame s'est retrouvée à devoir faire des emprunts au niveau de la banque, au niveau d'amis, pour payer ce que la personne lui demandait. Encore une fois, cette personne-là, une fois que l'argent est parti, ça devient extrêmement compliqué pour elle de le récupérer, pour ne pas dire que c'est impossible. L'arnaque au Digipass, qui est une des principales en Belgique. La méthode d'approche, principalement, vous mettez quelque chose en vente, marketplace, deuxième main. Vous allez être contacté par un acheteur potentiel qui va tout de suite se mettre d'accord avec vous, qui ne va même pas essayer de négocier sur le prix. Il va vous envoyer une adresse de livraison qui souvent correspond à quelqu'un, parce que dans les moyens d'échange de données, dans ces mails, ils vont parfois vous demander une copie de votre carte d'identité pour vous assurer que vous êtes bien réel. Et quand vous donnez ce genre d'informations, eh bien, les escrocs, eux, les gardent et s'en servent pour se faire passer par de vraies personnes avec votre nom, qui peuvent à ce moment-là après ressortir en ressortant votre carte d'identité que vous leur avez envoyée.
Et donc, du coup, ils peuvent donner une vraie adresse. Donc, vous, si vous êtes un peu méchant, mais que vous allez vérifier, ben, vous allez dire oui, effectivement, l'adresse, elle existe. Pour donner un exemple, il y a une dame en France, une personne âgée, à peu près, qui avait environ 80 ans. Tous les jours, elle recevait des dizaines et des dizaines de colis. Ça allait du jouet pour enfants à la table de jardin, au jacuzzi. Donc, et la Poste en France a fini par fermer l'adresse de madame parce que tous les jours, c'était invivable pour elle, quoi. Elle n'avait jamais rien demandé, elle recevait. Donc, imaginez-vous recevoir ça sans rien demander. Vous allez me dire, parfois, ça peut être intéressant, mais voilà, pensez que derrière, quelqu'un a envoyé ça et en bonne foi et espérer pouvoir le vendre. Donc, ils vont vous faire croire après que l'argent est bloqué, qu'il faut passer par Mondial Relais, DHL ou par tout autre service pour pouvoir vous payer. Et là, à ce moment-là, ils vous demandent de vous inscrire sur un site. Vous allez recevoir des faux mails, hein, c'est toujours très bien fait. Vous avez l'impression que c'est vraiment DHL, que c'est vraiment Mondial Relais. Puis vous allez être contacté par téléphone. Et là, ça va commencer avec la personne qui va vous demander de manipuler votre Digipass. J'entends souvent des gens, quand ils viennent au service de police, en disant non, 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 je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Et puis quand on parle avec eux, bah oui, effectivement, j'ai utilisé mon Digipass. Et quand vous utilisez le Digipass, eh bien, ils vous demandent de donner les informations que vous voyez. Et donc forcément, en notant ces informations-là, eux, ça leur permet d'avoir accès à votre code. Ils rentrent sur votre compte en banque. Une fois qu'ils sont dedans, ils se font des virements en interne pour tout mettre sur votre compte courant et puis ils s'envoient eux-mêmes cet argent-là. Alors, ils le font en plusieurs étapes parce que souvent, vous êtes limité dans votre montant maximum. Donc, ils font une première tentative. En général, c'est 2 500 3 000 euros à peu près. Si ça passe, tant mieux pour eux. Ça veut dire que l'argent est déjà parti. Si ça ne passe pas, ils vont essayer un montant moins élevé et à ce moment-là, ils vont prétexter qu'il y a eu une erreur, qu'ils vous ont mal compris, qu'ils doivent reconfirmer, donc ils vous redemandent de refaire une manipulation avec le Digipass pour pouvoir, eux, s'envoyer l'argent. Et de nouveau, ces arnaques-là vont aller jusqu'à ce que vous vous rendiez compte de l'escroquerie ou simplement que le compte soit vidé et qu'il y ait 500 euros sur le compte ou qu'il y en ait 30 000. Pour eux, il n'y a pas de différence, ils vont aller jusqu'au bout. Et ces escroqueries-là, malheureusement, on en a tous les jours. En Belgique, c'est assez impressionnant. Et voilà, donc dites-vous que c'est quelques personnes qui font ça à longueur de journée. Et pour eux, c'est jackpot en étant simplement assis derrière un écran d'ordinateur avec un téléphone à côté d'eux. Alors, on en arrive ici à la fin. Donc, je ne savais pas que la présentation toucherait plus que la province de Luxembourg. Donc, vous avez ici mes coordonnées en cas de questions, en cas de doute sur quelque chose. Il ne faut pas hésiter à me contacter. Au niveau des services juridiques, au niveau du parquet, le parquet de Bruxelles, au niveau fédéral, centralise énormément d'informations. Et on passe avec beaucoup de nos collègues de la police judiciaire fédérale, mais qui sont basés à Bruxelles. Forcément, je n'ai pas leurs coordonnées ici à vous communiquer. Mais je peux dire que le parquet belge n'est pas le plus lent, mais on est souvent quand même très réactif. Mais voilà, on dépend d'un tas de facteurs qu'on ne maîtrise pas, que ce soit la collaboration avec d'autres services de police, avec d'autres pays. Ça dépend parfois des informations qu'on a. Le problème aussi, c'est qu'on est souvent deuxième, parce que quand vous avez un nouveau système de paiement, une nouvelle possibilité d'arnaque ou d'escroquerie qui se crée quelque part, mais les escrocs, eux, c'est la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est de trouver le moyen d'y arriver. Donc nous, forcément, on est deuxième, parce que c'est seulement quand les gens viennent se plaindre qu'ils se sont fait escroquer qu'on va commencer à chercher, à essayer de trouver des solutions. J'ai eu une discussion avec M. Arnaud François où je disais que moi je faisais parfois confiance au bon sens des gens. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Malheureusement, les gens ne se rendent compte bien que trop tard de l'escroquerie, et quand ils se rendent compte, voilà, le mal est fait. Mais bon, voilà, je me dis toujours que si les gens ils ont un minimum de bon sens, j'en reviens à ce que je disais, c'est dès que vous voyez que quelque chose n'est pas normal, c'est qu'il y a une escroquerie. Vous êtes sur Internet, il y a une escroquerie, donc c'est pas normal. Si j'en reviens avec juste avant, avec les Digipass, où
ils vous font passer par un organisme tiers. Si vous avez l'habitude de faire des virements, forcément en Belgique, vous savez que pour faire un virement d'un compte belge vers un autre compte belge, il n'y a pas besoin de passer par une tierce personne ou un tierce organisme pour pouvoir le faire. Mais ceci est vrai aussi pour l'Europe. Donc, si vous avez parfois un acheteur français ou suisse, vous n'avez pas besoin de passer par Mondial Relais ou tout autre organisme pour faire le virement. Le simple compte de la personne suffit. Donc ça aussi, c'est une chose qui doit vous interpeller quand quelqu'un dit devoir passer par un autre moyen pour pouvoir vous payer. Donc il faut toujours faire attention. C'est pour ça que nous, voilà. Donc, voilà. De nouveau, si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils, ou s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, ben, voilà, vous avez ici mes coordonnées. Encore une fois, vous aurez la copie de la présentation. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et parfois, au niveau, là, je parle pour les plaintes au niveau police, même si vous n'êtes pas escroqué, même si vous n'avez pas payé, c'est toujours intéressant de nous contacter parce que parfois il y a des enquêtes européennes qui sont en cours et les informations que vous nous donnez peuvent parfois permettre d'avancer dans une autre enquête et de nous faire progresser parce que peut-être qu'on n'avait pas eu ces éléments-là. Donc on en revient au début de la présentation où il ne faut pas hésiter à noter tout ce que vous recevez comme information quand l'escroc essaie de vous contacter parce que voilà, on peut parfois relier ça à d'autres enquêtes ou parfois faire avancer comme dans le cadre où on avait le numéro de téléphone espagnol avec Tenerife, où on avait la possibilité d'avancer dans l'enquête et parfois qu'on a de la chance d'intercepter les auteurs. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions ou quelque chose ou quoi que ce soit, on peut y aller. Merci beaucoup. Peut-être juste pour revenir, tout à l'heure, vous avez donné l'exemple lorsque vous avez appelé les différents participants à une séance d'information et que vous êtes présenté comme policier. Comment est-ce qu'on peut vérifier qu'effectivement, c'est bien un policier qu'on a en face de soi ou en tout cas au téléphone? Est-ce qu'il y a un moyen de demander à ce policier, prouvez-moi que vous êtes policier? Déjà, nous, on a un matricule. Maintenant, pour ceux qui m'ont demandé, moi, comme je leur disais, écoutez, vous raccrochez, vous regardez sur Internet. Moi, je donne forcément, un policier est toujours affecté soit à une zone de police, soit à un service fédéral. Donc, vous demandez l'appartenance du policier à ce service-là. Et puis après, vous le recontactez et vous demandez à l'avoir. Comme ça, vous avez effectivement une autre personne. Et puis, de toute façon, les numéros de police des zones de police sont tous accessibles sur Internet. On n'est pas caché. Donc, à partir du moment où, où on donne notre service, vous savez retrouver ce service-là sur Internet. Vous contactez, vous demandez à voir le nom du policier que vous avez eu. Et si effectivement le policier existe, vous allez être mis en relation avec lui. Et si pas, vous n'aurez personne et vous vous rendrez compte de l'escroquerie. D'accord, merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou éventuellement à réactiver vos micros si vous souhaitez poser une question. On a encore une question ici pour Arnaud. Donc, tout à l'heure, Arnaud, tu as présenté le site Internet où on pouvait vérifier si son adresse avait été divulguée ou avait été, en tout cas, piratée, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait si effectivement on se rend compte que c'est le cas et qu'elle a bien effectivement été distribuée sur le Darknet, par exemple? Oui. Bon, si je retourne sur le site et que je repartage mon écran, 2 secondes, j'arrive. Voilà, je repartage maintenant. Donc, ici, on voit en effet que mon adresse a été piratée 6 fois. Enfin, elle n'a pas été piratée 6 fois. Elle se retrouve dans 6 bases de données différentes qui se trouvent sur le Dark Web. Et donc, ici en bas, on voit les brèches où j'ai été mis en évidence, on va dire ça comme ça. Donc, il y a l'application Site 0D, et alors on voit que on voit ce qui apparaît. Donc, en l'occurrence, CiteOD, directement, il faut modifier le mot de passe si on ne veut pas. C'est un peu plus touchy ici avec Ledger, parce que Ledger, c'est un système de portefeuille de crypto-monnaie, qui est assez à la mode pour le moment. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut accéder à mon compte. Donc, directement, j'ai changé le mot de passe pour que personne ne puisse accéder à mon portefeuille de crypto-monnaie. Voilà.
Donc, selon comment dire, le site ou l'application, directement changer le mot de passe pour être sûr que personne ne puisse accéder à l'interface de cette application. D'accord, merci. Et donc, si je comprends bien, donc la principale chose à faire, c'est effectivement de changer de mot de passe. Est-ce que tu conseilles de changer régulièrement de mot de passe ou est-ce que c'est une fausse légende? Est-ce que ça peut être utile de changer régulièrement ses mots de passe, surtout voilà, sur Facebook, sur son adresse mail? Oui, c'est bien. Personnellement, je ne le fais pas. Mais c'est mieux. Autant être honnête. Pourquoi? Ça dépend la longueur du mot de passe. Comme on a vu tantôt, plus le mot de passe est long, plus il faut du temps pour le craquer. Si on a un mot de passe court, forcément, même si on le change tous les ans, ils craqueront avant. Donc voilà, c'est plus intéressant selon moi d'avoir un mot de passe long qui ne fait pas référence, comme j'ai parlé des dictionnaires, donc aléatoire, donc c'est pour ça que la passe de phrase est une bonne idée. Avec des espaces si on le permet, parce que souvent dans les logiciels de brute force, ils ne pensent pas à mettre des espaces. Donc voilà. Maintenant, il vaut mieux avoir un long mot de passe complexe ouais, que de le changer régulièrement. Maintenant, s'il y a un mot de passe administrateur.serveur, par exemple, c'est un peu plus touchy, donc ça, c'est peut-être pas mal de changer. Et alors, tout à l'heure, tu as aussi parlé du fait qu'il ne fallait pas partager ses mots de passe. Mhm. Et donc voilà, en entreprise, ça peut arriver qu'on travaille à plusieurs sur un même compte. On ait voilà, une adresse Gmail, par exemple, qui est gérée à plusieurs. Comment est-ce qu'on peut faire pour se prémunir dans ce genre de cas? Est-ce qu'il y a une technique ou... J'en ai pas. Compter sur le professionnalisme des collègues. Normalement, c'est pas un collègue qui va pirater. Quoique, ça s'est vu. Je pense à un comptable de la région wallonne qui avait volé 10 millions. Bon, voilà, n'est jamais à l'abri, mais enfin, ça. Après, non, quand je dis ne pas le divulguer, c'est surtout ne pas l'écrire sur un post-it ou comme une amie disait, ah oui, il faudra que je change le code de ma carte de crédit parce que pour le moment, il est à côté dans le portefeuille. Ça, voilà, ça c'est quasiment crier venez me piquer mon argent. Donc voilà, c'est du bon sens. Maintenant, oui, entre collègues en entreprise, c'est vrai que nous aussi, on a avec le corona et le télétravail, par exemple, on a un serveur partagé via un disque cloud qui est installé chez tout le monde. C'est moi qui ai mis le mot de passe et si quelqu'un se déconnecte, il faut m'appeler pour se reconnecter. Donc voilà, on essaie de divulguer le moins possible. Non, quand il faut, mais... Voilà, très bien. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir. Si pas, voilà, je vais remercier chaleureusement les deux intervenants ainsi que les partenaires de la SmartLux qui ont également participé à l'organisation de cette séance. Voilà, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si, Monsieur Jamotte, vous avez encore un mot que vous souhaitez dire ou pas. Bon, il me revient maintenant juste une dernière petite précision aussi, comme on voit souvent avec les piratages de comptes Facebook, le terme piratage n'est pas toujours très approprié, parce que, en fait, il faut savoir que dans ce genre de piratage, dans la plupart des cas, c'est un proche qui va réussir à pirater ou prendre possession de votre compte. De nouveau, on en revient avec ce fameux mot de passe. Pourquoi? Parce que, et surtout sur Facebook, les mots de passe sont des choses que les proches connaissent parce que c'est des mots de passe faciles que les gens mettent. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire vigilance. Parce que quand moi, j'ai des gens qui viennent ici au poste en disant je me suis fait pirater par quelqu'un à l'autre bout du monde. Pour le piratage Facebook, non. C'est quand même, on voit ça souvent aussi avec les enfants. Donc pour les parents, il faut toujours aussi être vigilant parce que souvent les enfants entre eux, ils ne sont pas tendres. Et s'il y en a un dans la classe qui est un peu plus malin qu'un autre et qui veut s'amuser à pirater le compte de votre enfant, parfois il n'a pas loin à aller parce que votre enfant va donner des informations. On prend les fameuses questions secrètes. Quel est le nom de votre chat de famille? Enfin, le nom du chat. Oui, c'est pas monsieur qui est à l'autre bout du monde qui va savoir le nom de votre chat, mais par contre votre voisin de classe ou même dans la rue, lui, il va le connaître. Donc c'est pour ça que souvent,
Ces informations-là, il faut faire attention à ce que vous donnez. Donc, il faut mettre des réponses contradictoires. Quel est le nom du chat? Vous le mettez le nom d'un joueur de foot, quoi. C'est parfois des bêtes conseils, mais c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et bonne fin de journée et début de soirée. Voilà. Merci beaucoup. Également, merci. Merci, bonne soirée.